Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Eugénie Grandet. Il s'agit d'un roman d'Honoré de Balzac paru en 1834. L'action du roman débute à Saumur. À la mi-novembre 1819, c'est l'anniversaire d'Eugénie Grandet qui a 23 ans. Son père lui offre une pièce d'or comme c'est son habitude 2 fois par an depuis plusieurs années. Pour l'événement sont invités les 3 Cruchot, dont le clan est constitué de Maître Cruchot, son frère l'abbé et son neveu le président du tribunal de première instance qui cherche à convertir son nom originel en de Bonfons. Il y a également les 3 des Grassins, dont le clan est constitué par le banquier du père Grandet, sa femme et leur fils Adolphe. Les 2 familles souhaitent marier un membre de leur famille à Eugénie, car son père est riche, même si on ne sait pas au juste de combien. Le père devine ses intentions et il ne veut pas donner sa fille à ces gens-là. De façon inattendue, Charles, qui a 22 ans et qui est le cousin d'Eugénie, vient avec ses affaires. Il est parisien et il est envoyé ici par son père. Le père Grandet lit la lettre que lui adresse son frère. Il apprend que son frère ruiné lui envoie son fils car il a l'intention de se suicider très prochainement. Le père garde pour lui cette information jusqu'au lendemain. L'arrivée de son neveu ne lui plaît pas, car cela représente une charge financière pour lui, surtout que Charles a toujours été élevé dans le luxe et que ce dernier paraît comme normal à son neveu. Les 3 autres femmes de la maison, c'est-à-dire Eugénie, Nanon la servante et Madame Grandet, sont très contentes de l'arrivée de Charles. Nanon est admirative de ses vêtements luxueux, Eugénie en tombe amoureuse. Elle arrange pour le mieux sa chambre en cachette de son père, car elle sait qu'il n'aimerait pas ces arrangements s'il les connaissait. Le lendemain matin, Eugénie s'arrange elle-même comme elle le peut, et elle a conscience qu'elle n'est pas assez jolie pour son cousin. Elle se rend compte alors pour la première fois qu'elle vit dans la misère et qu'il lui manque un tas de choses. Charles a l'impression d'être tombé chez des pecnos. Eugénie devine de son côté cette pensée chez son cousin et essaie d'arranger les choses dans le dos de son père. Le journal diffuse la nouvelle du décès de Charles. Au petit déjeuner, le père parle de la mauvaise nouvelle à sa femme et à sa fille, tandis que Charles, qui ne sait rien encore, est en train de dormir. Cette mort fait pleurer Eugénie. Son père le lui reproche et lui dit que son cousin va bientôt partir pour les Indes. Monsieur Grandet part travailler. Les 3 femmes profitent de cette absence pour préparer un bon petit déjeuner au jeune homme qui se lève à 11 heures. Quand le père revient pour déjeuner, les 3 femmes s'affolent et cachent comme elles le peuvent les plats préparés. Monsieur Grandet se rend compte qu'elles ont profité de son absence pour faire la fête à Charles et il retire le sucre qu'il y a sur la table. Après le déjeuner, il dit la vérité à son neveu. Son père est mort et plus grave encore, son père a fait faillite et a ainsi ruiné son fils. Le père repart à son travail. Les femmes montent voir Charles dans sa chambre pour le consoler. Quand le père revient, il a vendu son vin et rapporte beaucoup d'argent à la maison. Le lendemain, le père va voir les Cruchot car il veut aider son frère décédé sans dépenser le moindre sou. Il les invite à dîner. Ils sont dérangés par les des Grassins qui viennent voir ce qui se passe par curiosité. Durant la même nuit, le père Grandet va à Angers avec son or, dont le prix a augmenté, pour le vendre contre des bons royaux qui vont lui apporter des intérêts. Eugénie, éveillée, voit ce manège. Elle va dans la chambre de Charles qui est endormi et lit une lettre que son cousin a adressée à Annette. Elle apprend que son manque d'argent lui pèse et qu'il quitte cette Annette car il ne veut pas qu'elle sacrifie ses plaisirs pour lui. La lettre qu'il a écrite à Alphonse ne fait que confirmer son manque d'argent. Eugénie va chercher ses pièces d'or. Quand elle revient, Charles s'est réveillé. Elle lui dit qu'elle a lu les lettres et elle lui donne son or. En échange, il lui dépose son nécessaire en or qui contient 2 portraits, celui de sa mère décédée et de son père. Le lendemain soir, le père revient de son voyage. Il raconte au banquier ce qu'il vient de faire. Le banquier part à Paris pour arranger les affaires de Charles.
Charles refuse la succession de son père. Il vend ses vêtements et ses meubles. Il veut se débarrasser du superflu, notamment des bijoux que le père Grandet fait estimer épais. Au fil de leur rencontre, les deux jeunes gens s'attachent. Un jour, ils s'embrassent et ils se promettent un amour éternel. Charles finit par partir aux Indes. Après son départ, la mère d'Eugénie remarque que sa fille a donné ses pièces d'or à Charles. Le 1er janvier 1820, le père Grandet donne un Napoléon à sa fille et il veut voir son trésor. Eugénie arrive à repousser cet événement dans la journée, mais elle finit par lui dire la vérité. Monsieur Grandet se met en colère et ce faisant, il rend sa femme malade. Eugénie ne veut pas dire ce qu'elle a fait de son or, même si son père le devine. Son père la punit en l'enfermant dans sa chambre et en la mettant au pain et à l'eau, mais elle sera tout de même nourrie en cachette par Nanon. La mère Grandet reste au lit et son état empire. Eugénie ne peut voir sa mère que lorsque son père n'est pas là. La punition d'Eugénie s'ébruite dans la ville. Le notaire vient voir le père Grandet pour lui dire d'être plus clément envers sa femme et sa fille. En effet, si sa femme meurt, Eugénie héritera de sa mère et si Grandet veut capter l'héritage, il faudra qu'il amadoue la fille. Grandet revient chez lui et voit Eugénie avec sa mère, avec le nécessaire de toilette de Charles, et elles sont en train de regarder un des portraits. Le père Grandet pense à détruire le nécessaire pour en récupérer l'or. Eugénie menace de se suicider s'il le fait. Son père renonce alors à son geste. Il lève la punition d'Eugénie, appelle un médecin pour sa femme et devient plus doux avec elle. La mère meurt tout de même. Le père arrive à faire renoncer Eugénie à son héritage contre la promesse qu'elle recevra 100 francs par mois, promesse qui ne tiendra pas. Il lui donnera une partie des bijoux de Charles pour lui faire oublier sa promesse. Il éduque sa fille aux affaires et la fait devenir avare par habitude. Le père, durant les derniers instants de sa vie, contemple son or. Son père finit par mourir et elle hérite. La bonne se marie. À 30 ans, Eugénie est toujours célibataire. En 7 ans, elle n'a jamais reçu de nouvelles de Charles et elle en est toujours amoureuse. Charles s'est enrichi en Inde et en Afrique, il a connu plusieurs femmes et il finit par vouloir se marier à une autre fille qu'Eugénie, laide mais titrée. Quand Des Grassins vient voir Charles pour qu'il honore la dette de son père, Charles, qui est de retour à Paris, refuse de le faire. Lors de l'année de ses 30 ans, Eugénie reçoit une lettre de son cousin. Il dit qu'il est devenu riche, il veut se marier à une autre jeune fille riche et titrée qu'il n'aime pas. Il lui envoie de l'argent pour lui rembourser l'or qu'elle lui a prêté. Il demande son nécessaire de toilette. Cette mauvaise nouvelle, ainsi que les dires du curé, la pousse à se marier à monsieur de Bonfons. Madame des Grassins apprend à Eugénie que le mariage de Charles ne se fera pas tant qu'il n'aura pas réglé les dettes de son père. Eugénie envoie monsieur de Bonfons à Paris pour payer les dettes de Charles, lui faire passer une lettre et son nécessaire. Une fois là-bas, monsieur de Bonfons apprend son mariage à Charles et il lui révèle la fortune d'Eugénie qui est de 17 millions. Lorsqu'elle a 33 ans, monsieur de Bonfons décède et Eugénie devient veuve. La famille de Froidfond pense à la marier avec un membre de leur famille. Le mot qui qualifierait le mieux cette œuvre serait l'avarice. Le père est avare, les autres ne pensent aussi qu'à l'argent. Les hommes qui tournent autour d'Eugénie et leur famille, qui les poussent dans cette direction, pensent à l'argent. C'est aussi le cas de Charles, qui se marie avec une fille qu'il n'aime pas, mais qui est riche et titrée. Et c'est aussi visible lors de sa déconfiture en apprenant la vraie richesse d'Eugénie. Eugénie devient aussi avare, non par nature, mais par habitude à cause de l'éducation de son père. L'avarice de monsieur Grandet le pousse à vivre en dessous de ses moyens. Il a une maison non luxueuse avec une marche cassée qu'il répare lui-même par avarice. Charles, qui arrive dans cette maison, pense son oncle peu riche. Seule Eugénie essaie de lui dire que son père n'est peut-être pas si pauvre que cela, mais elle ne sait même pas combien il possède. L'avarice de monsieur Grandet le pousse à dire aux autres qu'il manque d'argent. Peu de personnes savent réellement la vraie fortune de monsieur Grandet. Il y a juste 2 personnes qui sont le banquier et le notaire, mais même à eux, monsieur Grandet leur ment en faisant exprès de bégayer, en ayant l'air bête et en ayant l'air à moitié sourd. L'avarice de monsieur Grandet pousse sa bonne, sa femme et sa fille à vivre avec très peu d'argent. À force de vivre comme cela, les femmes ne le remarquent même plus.
Les femmes ne remarquent même plus qu'il manque des choses à leur vie. Vivre avec eux devient une habitude. Ce n'est que lorsque Charles arrive que Jenny se rend compte qu'il manque pas mal de choses dans la maison. Elle se remarque elle-même puisqu'elle semble découvrir qu'elle n'est pas assez belle. Même si une situation rapporte de l'argent, Monsieur Grandet la délaissera pour une autre qui rapportera encore plus d'argent. Ceci est visible dans l'exemple des arbres qu'il a plantés et qui lui prennent du terrain. Cependant, Monsieur Grandet veut passer pour quelqu'un de bon et de généreux. À chaque fois qu'il permet quelque chose ou offre quelque chose, il met en valeur ce qu'il a fait. Il cache souvent les vraies raisons de ses actes et en donne de meilleurs pour se faire passer pour un homme bon. Eugénie et Charles sont deux opposés. Eugénie a de l'argent sans le savoir, Charles lui est ruiné à cause de son père et il est quelque temps sans le savoir. Eugénie donne de l'importance dans les promesses, Charles donne aussi de l'importance dans ses promesses, mais il fait tout de même passer son mariage d'argent avant Eugénie. Eugénie reste inactive pendant que Charles est en Inde. Durant ce temps-là, Charles construit sa vie et s'enrichit à l'étranger. Eugénie n'a pas d'amis, elle ne connaît pas d'homme et elle restera vierge après son mariage. Elle est seule, elle n'a pas de frères et de sœurs, elle n'a que quelques liens avec sa mère qui a un comportement passif. Charles, lui, au contraire, a des amis et connaît plusieurs femmes. Eugénie ne prend pas soin d'elle. Elle se plaint de ses mains qui sont moins soignées que celles de son cousin. Charles, lui, au contraire, possède de belles mains. Eugénie possède peu de vêtements, on lui offre, semble-t-il, une robe une fois par an. Charles, lui, possède une grande quantité de vêtements, ainsi que des bijoux et des accessoires. Charles aurait été le seul moyen pour Eugénie d'être courtisée non pas pour son argent, mais pour elle-même. Charles n'est pas amoureux d'Eugénie. Il semble l'être parce qu'elle l'a aidé à un moment où il était triste, parce qu'elle l'aide sans arrière-pensée et parce que peu à peu il s'habitue à la vie en province. Eugénie ne se trouve pas jolie et sans doute que Charles l'a remarqué. De toute manière, on ne saura jamais vraiment ce qu'il pense d'elle puisqu'il n'a pas terminé la lettre qu'il adressait à Annette. La vitesse à laquelle il oublie sa cousine montre bien le faible attachement qu'il avait avec Eugénie. Finalement, à la fin de l'histoire, l'argent prend le dessus. Eugénie fait un mariage d'argent, ce qui est également le cas pour Charles, et les dettes de Charles sont remboursées. Eugénie est une adulte, mais les autres l'oublient souvent. Elle-même souvent l'oublie. Elle n'a pas de mari ni d'enfant à 23 ans. Elle est majeure et a le droit de disposer de son or comme elle le veut, mais cela semble étrange à son père. Elle ne bénéficie d'aucun droit. Ainsi, lors de son 23e anniversaire, l'on parle de son futur mariage et son père repousse cette idée. Elle est reléguée au même rang que sa mère. Elle est porteuse d'un héritage, si bien que les hommes ne la courtisent que pour son argent. Sa valeur humaine disparaît. Elle et Charles ressemblent plus à des adolescents qu'à des adultes. Il y a les rendez-vous chastes, il n'y aura qu'un seul baiser après plusieurs rendez-vous secrets. Il y a Charles qui se plaint d'être orphelin si jeune, alors qu'il aurait pu perdre ses parents bien plus tôt. Maintenant qu'il est un jeune homme, il devrait réussir à mener sa vie seul. Monsieur Grandet, dans son avarice, ne comprend rien. Il ne comprend pas pourquoi son neveu est triste de la mort de son père. Il pense qu'il devrait plutôt être triste de la faillite de son père et donc de la sienne. Il annonce par ailleurs la mort de son frère avant de lui apprendre la faillite. Il ne comprend pas la douleur de perdre un père. Ainsi, il ne comprend pas pourquoi Charles pleure et pourquoi il ne descend pas manger. Il ne comprend pas non plus pourquoi il faut traiter avec plus de douceur un jeune homme qui vient de Paris et qui est habitué au luxe. Il ne comprend pas que le jeune homme est habitué à manger une autre nourriture que la leur. Charles, dès son arrivée, change tout. L'arrivée de Charles permet de voir autre chose à ces trois femmes qui sont habituées à l'avarice de Monsieur Grandet et qui pensaient qu'il n'y avait pas d'autre mode d'existence puisqu'elles vivent quasiment comme des recluses ne se promenant que le dimanche. Il arrive à émouvoir les trois femmes qui font des choses pour lui qu'elles n'avaient jamais faites auparavant. Nanon, qui est pourtant fidèle au père Grandet, se met à tricher pour améliorer la nourriture de Charles. Après le départ de Charles, elle parlera plusieurs fois de ce jeune homme. La mère Grandet fait aussi des choses pour Charles et dit à sa fille qu'elle prendra sa faute et la faute de sa fille sur elle.
Eugénie, pour la première fois, devient amoureuse. Elle arrange la chambre et la nourriture de Charles. Elle commence à ouvrir les yeux au sujet de la fortune de son père et commence à poser des questions, même si personne n'y répond. Elle finira par s'opposer à son père en refusant de lui dire ce qu'elle a fait de son or. Eugénie et son père sont deux caractères opposés, qui ont parfois des points en commun. Eugénie, elle, n'a pas de regrets. Par exemple, elle ne regrette jamais d'avoir donné son or à son cousin. Son père, lui, n'a pas non plus de regrets. C'est par exemple visible dans ces transactions. Eugénie est spontanée, juste après avoir lu les lettres de Charles, elle lui donne tout de suite ses pièces d'or. Son père, lui, réfléchit tout le temps, il fait des calculs sans presque jamais se tromper. Eugénie se moque de l'argent, quand elle en a, elle achète des choses pour Charles ou alors elle donne son argent à des associations. Son père, lui, pense toujours à l'argent. Eugénie souffre de la solitude, elle remarquera à la fin du roman que Nanon est sa seule amie. Son père est seul, mais cela ne semble pas le déranger. Eugénie, elle, comprend les autres et est capable de se mettre à leur place. Son père est plutôt caractérisé par la compréhension. Il juge les autres avec sa propre échelle de valeur. Il est incapable d'empathie. Eugénie ne sait pas utiliser son argent car elle en a de trop. Son père aime entasser son argent, il va même jusqu'à se priver pour que les autres aient quelque chose. Ça se voit dans l'exemple du sucre dont il veut se priver pour Charles. Il voudra le faire non pas par empathie, mais plutôt par radinerie. Le père pense que sa fille est comme lui, c'est-à-dire avare, et que si elle ne veut pas montrer son or à son père, c'est parce qu'elle aime le regarder seul. Il pense aussi qu'elle a fait une bonne affaire en échangeant ses pièces d'or contre le nécessaire de toilette. Eugénie est attachée aux souvenirs, elle garde les affaires de son cousin, et M. Grandet en profite pour lui donner quelques affaires de Charles en échange de ses promesses. Son père, lui, au contraire, veut récupérer l'or sur le nécessaire de toilette. Eugénie évolue avec l'arrivée de Charles, tandis que son père vit avec ses vieilles idées. Par exemple, il pense que le sucre coûte aussi cher que dans le passé. Eugénie est généreuse et elle n'est pas jalouse. Ainsi, quand elle lit les lettres de son cousin, elle n'est pas jalouse d'Annette. Elle pense déjà au manque d'argent de son cousin. Son père, lui, est caractérisé par l'avarice et il ne pense qu'à lui. Eugénie peut paraître comme quelqu'un de candide, mais elle ne l'est pas toujours. Lorsque Charles vient de débarquer, Madame des Grassins lui montre cet aspect d'Eugénie, mais c'est seulement pour éloigner Charles d'Eugénie afin de laisser une chance à son fils. Eugénie n'est pas candide quand elle sait que M. de Bonfons se marie avec elle que pour l'argent. Eugénie est candide en payant la dette du père de Charles à la fin du roman, alors que ce n'était pas à elle de payer cette dette. De plus, ne pas payer cette dette aurait pu empêcher le mariage de Charles avec l'autre jeune fille, et peut-être que Charles serait revenu vers elle. Eugénie est candide quand elle croit toujours, même 7 ans après, à la promesse d'amour éternel de Charles. Le nom du roman est Eugénie Grandet, mais il aurait pu être composé de 2 noms, car il n'y a pas qu'un seul personnage principal, mais 2. Il aurait pu y avoir le nom de Félix Grandet, car c'est le chef de famille qui décide de tout dans la maison. C'est lui qui fera indirectement le malheur de sa famille, à cause du départ de Charles et de son mariage, à cause de la mort de la mère d'Eugénie, et il sera aussi la cause indirecte du suicide de son frère, qui peut être expliqué par ses trop bonnes ventes de vin qui a causé la ruine de son frère. Il est l'élément déclencheur de pas mal de peur dans la maison quand les 3 femmes savent qu'elles n'ont pas suivi le chemin indiqué par lui. Eugénie Grandet est constituée autrement que les 2 autres femmes de la maison. Elle est la seule à tenir tête à son père. Elle ne lui dit pas ce qu'elle a fait de son or, même s'il le devine. Elle ose également lui dire la vérité quand elle ne possède plus son or et que son père veut le voir. Les malheurs pressentis arrivent presque toujours. Là, Nanon, Madame Grandet et Eugénie, qui ne pensaient pas sans frisson au retour du vieux tonnelier, entendirent un coup de marteau dont le retentissement leur était bien connu. « Voilà papa, dit Eugénie. » Elle ôta la soucoupe au sucre en laissant quelques morceaux sur la nappe. Nanon emporta l'assiette aux œufs. Madame Grandet se dressa comme une biche effrayée. Ce fut une peur panique de laquelle Charles s'étonna sans pouvoir se l'expliquer. « Eh bien, qu'avez-vous donc ?» leur demanda-t-il. « Mais voilà mon père, dit Eugénie. »« Eh bien. » M. Grandet entra, jeta son regard clair sur la table, sur Charles, il vit tout. « Ah, vous avez fait fête à votre neveu, c'est bien, très bien, c'est fort bien, dit-il sans bégayer.
Quand le chat court sur les toits, les souris dansent sur les planchers. Faites, se dit Charles, incapable de soupçonner le régime et les mœurs de cette maison. Donne-moi mon verre, Nanon, dit le bonhomme. Eugénie apporta le verre. Grandet tira de son gousset un couteau à corne à grosses lames, coupa une tartine, prit un peu de beurre, l'étendit soigneusement et se mit à manger debout. En ce moment, Charles sucrait son café. Le père Grandet aperçut les morceaux de sucre, examina sa femme qui pâlit et fit 3 pas. Il se pencha vers l'oreille de la pauvre vieille et lui dit « Où donc avez-vous pris tout ce sucre ?» Nanon était allée en chercher chez Feuzard, il n'y en avait pas. Il est impossible de se figurer l'intérêt profond que cette scène muette offrait à ces 3 femmes. Nanon avait quitté la cuisine et regardait dans la salle pour voir comment les choses s'y passaient. Charles, ayant goûté son café, le trouva trop amer et chercha le sucre que Grandet avait déjà serré. « Que voulez-vous, mon neveu ?» lui dit le bonhomme. « Le sucre. »« Mettez du lait, » répondit le maître de la maison. « Votre café s'adoucira. » Eugénie reprit la soucoupe au sucre que Grandet avait déjà serrée et la mit sur la table en contemplant son père d'un air calme. Certes, la Parisienne, qui, pour faciliter la fuite de son amant, soutient de ses faibles bras une échelle de soie, ne montre pas plus de courage que n'en déployait Eugénie en remettant le sucre sur la table. L'amant récompensa sa Parisienne qui lui fera voir orgueilleusement un beau bras meurtri, dont chaque veine flétrie sera baignée de larmes, de baisers et guérie par le plaisir, tandis que Charles ne devait jamais être dans le secret des profondes agitations qui brisaient le cœur de sa cousine, alors foudroyée par le regard du vieux tonnelier.